Écoutez, nous sommes enchantés, Eric et moi, de vous accueillir sur ce webinaire de rentrée avec ce thème, ce titre peut-être qui vous a attiré, qui vous a attiré votre curiosité, donner une âme à votre entreprise selon Aristote. Alors, en quelques mots, le cabinet Vivendo, dont je fais partie avec Eva et puis un certain nombre de consultants sous-traitants, nous sommes un cabinet de conseil et d'accompagnement des entreprises pour les aider à la mise en place d'un projet qui soit bien aligné entre la vision, la raison d'être, l'ambition de l'entreprise, mais également sa structure qui doit être à la fois agile et stable pour clarifier les contributions des uns et des autres à ce projet, et puis une culture humaine, une âme humaine qui favorise confiance, circulation de l'information et qualité des relations. Alors, l'objet de ce webinaire que nous avons aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement, quand on parle d'âme de l'entreprise, c'est quelque chose, une expression qu'on entend régulièrement, quelle est l'âme de de ce que nous faisons, quel est véritablement ce qui nous unit. Eh bien, quelquefois, ça reste assez flou. Et étant donné que j'ai eu un parcours philosophique au début de ma carrière, où j'ai enseigné la philosophie pendant quelques années, eh bien, je me suis intéressé à regarder ce que disait ce penseur Aristote sur ce qu'est l'âme humaine par rapport au corps et d'en voir quelques conclusions par rapport à ce que l'on peut dire d'une entreprise. Alors, pour pouvoir traiter ce sujet, je suis très heureux d'animer ce webinaire pour la première fois, Eric, nous tous les deux, et puis toi aussi, je crois, pour la première fois en webinaire avec Eric, qui est à la fois un ami et un client, puisque nous avons la joie et l'honneur de travailler pour son entreprise. Je vais te laisser te présenter, Eric, ainsi que ton entreprise. Bon, merci Norbert. Je suis un peu intimidé, j'ai aucune idée de comment ça va être perçu, voilà, par écran interposé, mais voilà. Je dirige une entreprise, Orvia, pour donner des chiffres clés, 700 personnes, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est présent en France. En France, il y a 450 personnes à peu près. Le reste, c'est entre l'Espagne, la Hongrie, la Bulgarie, le Vietnam, la Chine. Donc en gros, on est une ETI française bien présente à l'international. Euh, voilà, on est quatre dans le monde à faire le métier qu'on fait, Hmm. c'est-à-dire un métier en amont de la filière canard, magret, foie gras. Et donc nous sommes d'abord à couveur, c'est-à-dire vous voyez dans mon fond d'écran des petits canetons que nous mettons, que nous livrons chez les éleveurs du monde entier qui, eux, vont les faire grandir pour ensuite en faire voilà, du magret, du foie gras. Voilà. Donc on a un métier d'accouveur, c'est-à-dire transformer des œufs et les faire éclore pour les transformer en canetons. On a un métier d'élevage en amont, parce que pour avoir des œufs, il faut avoir des mâles et des femelles qui sont dans des bâtiments d'élevage dans les meilleures conditions possibles que la nature rêverait d'imaginer pour qu'ils puissent faire crac-crac toute la journée et être dans les meilleures conditions pour se reproduire et faire des œufs fertiles. Et en amont de ce métier d'élevage, donc un métier d'agriculture rurale, on a un métier de très haute biotechnologie et avec des big data, de la génomique, voilà, pour choisir dans les ancêtres de nos cantons, donc dans les grands-parents et les arrière-grands-parents, lesquels on choisit pour se reproduire et comment on marie tel grand-parent avec tel grand-parent pour qu'au final, on arrive à avoir le meilleur canton du monde. Le meilleur canton du monde étant celui qui mange moins, produit plus de muscles, donc fait des beaux magrets et du beau foie gras qui ne fondent pas dans la poêle. Voilà, je résume en caricaturant, mais voilà. Est-ce que Eh ça bien, va? merci beaucoup, Eric, pour cette introduction qui nous met l'eau à la bouche. Et j'espère que Eric sera là pour témoigner au fur et à mesure du webinaire sur les différents éléments de réflexion que je vais vous proposer. Donc, ce webinaire terminera vers 12h30 environ. Nous avons un programme voilà, qui est assez dense. Et pour ceux qui souhaitent rester après cette heure, nous resterons, Eric et moi, pour avoir un temps d'échange et de partage et de questions-réponses.
N'hésitez pas pendant le webinaire à mettre vos commentaires dans le chat de ce webinaire. Eva, mon associée, sera attentive à vos messages et répercutera eh bien, vos réflexions. Je me permets également de vous mettre dans le fil de la discussion, je le mets à l'instant, un lien potentiel de prise de rendez-vous si ce thème vous intéresse et que vous voulez poursuivre en individuel cet échange, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par le biais comment dire, de ce lien de prise de rendez-vous. Alors, pour entrer dans le cœur du sujet, alors pourquoi en fait nous intéresser à cette vision d'Aristote? Bien, voyez, pour Aristote, l'homme est une unité, un corps animé. Il y a de la matière, il y a des cellules, il y a des organes, il y a un certain nombre d'éléments, de membres, mais que cette unité, elle est assurée grâce, eh bien, à l'âme qui en assure en fait la distribution à la fois de l'unité, mais également de la vie. Et ce qu'il nous dit, c'est que sans cette âme, sans ce principe de vie, la matière devient inerte et elle se désagrège complètement. Ce qui fait la différence entre un être vivant et un être qui est mort, c'est la présence ou non de ce principe de vie qu'est l'âme. Voyez. Et grâce à la présence de cette âme, nous dit Aristote, eh bien, le corps est vivant, la personne humaine, elle est vivante, elle grandit, elle se déplace, elle interagit avec d'autres vivants. Chez nous, chez Vivendo, nous considérons l'entreprise comme un corps vivant. Je te donnerai la parole après, Eric, parce que tu as un élément qui est très intéressant par rapport à ça, par rapport à l'entreprise comme un corps vivant. Et par conséquent, elle est composée effectivement d'une multitude de parties, les services, les process, etc., etc. Mais pour pouvoir favoriser sa croissance, sa vie, son dynamisme, elle a besoin d'autre chose que les process purement matériels. Elle a besoin d'être animée, elle a besoin d'un principe de vie, elle a besoin de quelque chose qui vient assurer autre chose que la juxtaposition d'éléments purement matériels qui finalement rendent quelque chose de très déshumanisé et de très très matérialiste. Eric, tu as une réflexion sur ce point-là par rapport à l'entreprise comme corps vivant et comme personne morale. Est-ce que tu veux bien nous l'exprimer? Alors, moi, je suis pas philosophe. Néanmoins, dans ma manière de diriger l'entreprise, et ça depuis de très nombreuses années, depuis le début, je considère que l'entreprise est une personne morale. Ce qu'elle est dans notre système juridique, c'est une personne morale. Et ben, donc, c'est donc dans les mêmes fonctionnements qu'une personne, c'est-à-dire avec un corps qu'on appelle un corps social et tout ce qui fait l'interaction, la partie vivante, voilà. Mais une entreprise, pour moi, c'est comme une personne, enfin, c'est une personne morale et donc un corps social animé au sens une âme, voilà. Bon, c'est une manière de voir les choses Ouais. qui irrigue complètement ma manière Hmm. d'être, de vivre et donc d'animer les équipes. Et nous allons maintenant balayer quatre dimensions qui permettent de comprendre de quelle manière la vision d'Aristote de ce qu'est l'âme par rapport au corps humain peut irriguer notre vision de cette personne morale dont tu viens de nous parler, Eric. Le premier point pour Aristote, c'est que d'abord, l'âme assure l'unité du corps. Vous voyez, elle unifie toutes les parties du corps. C'est-à-dire que grâce à cette unification, eh bien, le foie ne rentre pas en opposition avec le poumon. Le pied ne va pas dans un sens pendant que la main recherche autre chose. Et cela garantit en fait une unité de toutes les parties de ce corps et de cette personne humaine. Alors, attribuer à une entreprise, donner une âme à une entreprise, c'est de définir clairement ce qui fait son unité, ce qui fait l'unité de toutes les personnes et de tous les services qui coopèrent à son projet. Alors, tu nous en parleras un petit peu plus, Eric, mais dans une entreprise qui a des lieux d'intervention au cœur du Maine-et-Loire ou en Chine ou en Hongrie, bah, assurer ce qui fait véritablement l'unité, c'est extrêmement difficile. On le voit à la fois dans les grandes entreprises, mais également dans les petites. Qu'est-ce qui nous rassemble réellement et qui empêche à chaque personne d'être autant centrée sur soi ou à chaque service d'être auto-centré sur soi? Il s'agit donc de dire clairement le commun qui existe entre toutes les personnes,
et tous les services d'une entreprise. On voit très bien que quand une entreprise est morcelée, elle manque d'âme. Quand les gens travaillent dans leur coin, quand les gens n'ont pas un sentiment d'appartenance, cela perd complètement en fait d'unité. Nous aimons bien chez Vivendo à parler de raison d'être ensemble. Quelle est la raison qui fait que nous sommes ensemble et que nous coopérons à une œuvre commune? Il faut faire attention à ne pas se tromper en fait par rapport à cette définition de la raison d'être ensemble. Certaines entreprises mettent en premier, nous, notre raison d'être, c'est de faire de l'argent. Mais ça unifie pas vraiment faire de l'argent. Parce que tout le monde ne touche pas le même argent au même niveau. Donc, quelque part, au contraire, ne voir que faire de l'argent, ça désunit les personnes entre elles. Il y a des inégalités. Ça doit être autre chose, en fait, de voir quelque chose qui rassemble profondément. Et c'est vrai que nous constatons, et Eric, tu nous le diras, que quand ce principe d'unité n'est pas clair, ben, c'est vrai que chacun travaille dans son coin. Et il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que l'unité, elle ne se décrète pas. Elle ne vient pas tout d'un coup d'un patron qui dit, allez, maintenant, nous sommes tous unis. Non, ça, c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. C'est un principe de vie et ce n'est pas un slogan. Toi, Eric, qu'est-ce que tu peux nous partager comme expérience par rapport à Orvia sur ce principe d'unité de l'entreprise? C'est un sujet qui n'arrête pas d'être travaillé et qui est bien fragile parce que c'est pas parce que le codir ou moi-même on écrit un texte avec des valeurs que c'est approprié. C'est extrêmement difficile. Donc oui, on a écrit un blason avec une raison d'être. Euh, on a fait cet exercice collectif, mais en vrai, c'est pas parce qu'on affiche ça sur les murs que ça se vit. Et c'est pas parce qu'on affiche ça et qu'on déploie ça dans les équipes sur le terrain que la mayonnaise prend. C'est bien plus compliqué que ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon témoignage de pas simple, quoi. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça et qu'on prend du recul, il y a quand même des choses qui unifient chez Orvia toutes les équipes. La première chose, c'est intrinsèque à notre métier, c'est on prend soin des animaux. La production dépend de la bonne santé de nos animaux. Donc toutes les équipes sont focalisées sur il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a un orage, il y a voilà, un incident climatique, il y a une livraison d'aliments qui va pas. Tout le monde est absolument focalisé comme une priorité sur le bien-être animal. C'est le cœur de notre métier, c'est voilà. Et si donc ça c'est approprié quand même partout, hein. Après, on ne peut pas parler de bien-être animal si on n'essaie pas de vivre en même temps et au moins avant un respect des hommes. Et donc, on a écrit, et je pense que ça reflète la grande majorité de la culture humaine, c'est le respect des hommes, donc l'attention à chacun, l'humilité, parce qu'on travaille avec du vivant et qu'on est bien, on maîtrise pas tout, voilà, humilité et l'engagement. On y va, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même des choses qui se retrouvent un peu comme dans une famille, dans une tribu, il y a une couleur, il y a une ambiance, voilà. Ça existe quand même. Et puis un dernier truc qui quand même existe chez nous, c'est on livre des éleveurs et de leur prospérité dépend la nôtre. Et donc il y a quand même, tout le monde en a conscience, tous ceux qui sont en lien avec les clients et ceux qui livrent les cantons en sont bien conscients. Et donc il y a une attention quand même aux éleveurs clients qui est quand même très forte. Voilà. Après, on a une énorme difficulté, c'est que c'est pas 700 personnes dans une usine unifiée géographiquement, c'est 10 couvoirs répartis en France, plus 10 autres à l'international, et 400 bâtiments répartis dans la campagne française, et 30 bâtiments en Hongrie, en Bulgarie, au Vietnam, en Chine. Donc, on n'a pas d'unité géographique, on a des petites équipes dispersées dans la campagne. Et ben pour unifier et entretenir le sentiment d'appartenance, c'est extrêmement difficile. Donc, Hmm, voilà, on peut fanfaronner, etc. sur, c'est quand même très difficile. hmm. Voilà, voilà. En t'écoutant parler du vivant, Eric, me revient une citation de Claude Bernard, qui était un médecin rival hein, comment dire,
Désolée. excusez-moi, là, il y a eu des sons de Rival de Pasteur et il définissait la bonne santé comme étant la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire quand les organes sont silencieux, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Mais quand ils commencent à crier par de la douleur, c'est là où on se rend compte qu'il y a un déséquilibre qui s'est mis en place. Et c'est vrai que par rapport à ce principe d'unité, quand elle existe, elle ne fait pas de bruit. Elle est dans le silence des équipes et des personnes. Et donc, elle passe quelque part sous les radars, en fait, d'une direction générale. Et là, ce qui est très compliqué, c'est quand tout d'un coup, les organes commencent à se réveiller et on n'est tellement pas habitué à être attentif au bruit des organes que quelquefois on n'entend pas que là, attention, ça commence à coincer au niveau des lombaires, au niveau des pieds, au niveau de la direction marketing, au niveau de l'élevage, au niveau de telle ou telle partie. Tout d'un coup, ça commence à crier. C'est pas grave. D'habitude, ça se passe bien, donc ça va continuer à bien se passer. Et donc, c'est très important que pour une direction générale d'être attentif au bruit qui remonte des organes et des différentes parties de l'entreprise pour être sûr que l'unité est là. Et c'est pas parce que tout d'un coup, il y a simplement une équipe qui dit son mal-être qui n'est pas partagé par beaucoup de personnes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc la Et bonne ça, santé d'une entreprise, c'est le silence de ses services qui ne répercute pas les difficultés. c'est ça. Et Ah, ça marche dans les deux sens. attention, Ouais, attention, je pardon. suis désolé, je viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est que malheureusement, quand comment dire, ce n'est pas aligné par rapport à la direction générale, il peut aussi y avoir des équipes qui préfèrent ne rien dire parce qu'il n'y a pas de confiance. Et là, c'est terrible parce que, comme dans la santé du corps, il peut y avoir, vous savez, excusez-moi ce terme, mais des cancers sous-jacents qui sont silencieux, mais qui tout d'un coup explosent. Et ça, vraiment, la maladie est extrêmement grave. Donc, ça vient aussi d'une cohérence de la globalité, d'être attentif à cette unité, à cette désunité. C'est vraiment crucial. Je Je t'ai vois le interrompu. retourner, donc j'ai envie de réagir, mais vas-y. Bon, parce que, étant donné que le temps presse, je vais vous proposer, après on continuera notre échange Ouais. à la fin de ce webinaire. Le deuxième élément, c'est que l'âme humaine, c'est un principe de coopération, un principe organisateur, vous voyez. Et c'est effectivement pour éviter d'avoir une cacophonie des organes les uns par rapport aux autres, eh bien, il est essentiel que notre principe vital assure la coopération naturelle et non pas artificielle de tous les organes. Parce qu'à la limite, on peut mettre sous respirateur artificiel, on peut mettre des choses qui font tourner quand même les organes d'une manière purement artificielle. Mais tant que c'est pas naturel, tant qu'on ne respire pas naturellement, tant qu'il n'y a pas le lien de la nutrition, de la circulation du sang, etc., et bien en fait, le corps ne peut pas fonctionner. Il faut que la coopération soit naturelle et non artificielle. Et donner donc une âme à son entreprise, c'est véritablement faire en sorte que chacun apprenne à coopérer d'une manière spontanée et d'une manière bienveillante pour le bien de l'unité de l'entreprise. Évidemment, s'il n'y a pas d'unité d'entreprise, s'il n'y a pas de commun, les gens n'ont aucun intérêt à coopérer. Et donc, c'est pour ça que ce principe de coopération, il vient du principe d'unité hein, de tous les éléments du corps humain. Et pour ça, on ne peut pas se contenter d'une définition purement matérialiste du qui fait quoi. Malheureusement, ça, nous sommes convaincus chez Vivendo que cette expression qui fait quoi, c'est la mort de la coopération dans les entreprises. Et pourtant, tout le monde est habitué à dire ça. Bon, allez, qui fait quoi autour de la table? Non, non, il ne s'agit pas de définir qui fait quoi, qui en fait ressente l'activité de chacun uniquement sur soi, mais de dire qui est garant de quoi et auprès de qui. Comme dans le corps humain, la coopération par exemple des poumons avec le cœur pour amener de l'oxygène partout dans toutes les cellules du corps, il s'agit vraiment d'une coopération. Moi, poumon, je suis garant de te donner de l'oxygène. Et moi, cœur, je suis garant de donner cet oxygène par le biais du sang à l'intégralité du corps humain. C'est pareil dans les entreprises, c'est vraiment de qui est garant de quoi, auprès de qui pour pouvoir assurer la coopération de l'ensemble. Vous voyez? Et donc, l'âme de l'entreprise, elle se vérifie quand il y a une qualité dans les contributions croisées et réciproques entre les personnes et les équipes et qui soit fluide, qui soit naturelle, qui se, qui se mettent en place sans qu'il y ait besoin d'une injonction
ou d'un rappel de la direction ou du management en disant, je vous invite à vous faire confiance et à coopérer. Si on est obligé de le dire, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'homme dans l'entreprise. Eric. Ouais, chez nous, enfin moi je vois ça comme dans la chaîne de valeur de l'entreprise, qui commence par la sélection génétique avec toute la biotechnologie, la génomique, puis la partie reproduction, élevage, flux des œufs dans des couvoirs, logistique, commercial. Toute cette chaîne de valeur, c'est des équipes différentes et on n'a jamais fini de faire comprendre aux uns et aux autres le rôle qu'ils jouent dans cette chaîne de valeur pour qu'ils aient conscience que quand ils font un truc, ça a des répercussions en positif ou en négatif sur le maillon suivant. Voilà, donc pour moi, là, la manière dont tu présentes, c'est vraiment intimement lié à la chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'on a organisé le groupe en filiales PME qui ont toute la chaîne de valeur de A à Z dans leurs régions respectives, Hmm. de manière à ce que le patron local, il ait bien cette vision de l'ensemble du processus pour justement arriver à réguler les liens entre les différents services de la chaîne de valeur. Hmm. Voilà. Et après, l'organisation, ça veut dire aussi que dans notre délocalisation ou multilocalisation de l'entreprise, c'est fondamental que les décisions soient décentralisées ou relocalisées sur le terrain. Et ça veut dire que moi, mon rôle, c'est pas de décider, d'organiser et de voir comment tout le monde coopère, c'est de m'assurer que chaque décision est prise par la bonne personne au plus près du terrain, et après le bon processus de débat avec les bons contributeurs pour que cette personne-là puisse prendre la meilleure décision pour l'entreprise. Hmm. Voilà. Et je pense que c'est ça qui organise, parce que de la même manière que le sang ne demande pas au cerveau, non, le cœur ne demande pas au cerveau à quel rythme il doit battre, quoi. Il y a Hmm. un réflexe local direct. Ouais. Eh ben, on essaye chez Orvia de mettre en place ça voilà, la responsabilisation et les décisions le plus proche possible du terrain pour qu'il y ait le plus d'arc réflexe possible et qu'il n'y ait jamais, enfin, le moins possible besoin du cerveau pour ça, ou en tout cas le cerveau inconscient, ou l'âme peut-être. Voilà. Récemment, en visitant un des sites de ton entreprise, et bien évidemment, je vais dire aucun nom, et bien voilà, c'est en assistant à un point opérationnel d'une équipe dédiée, une équipe locale dédiée, c'était très intéressant de voir que dans les indicateurs de progrès qui étaient affichés, il y avait l'indicateur principal de l'équipe d'après, qui bénéficiait du travail de cette équipe-là. Et c'était très intéressant de voir à quel point, eh bien, ça donnait de l'âme, justement et vraiment au travail de cette équipe. Et par contre, dans une autre équipe, c'était absolument pas présent, c'était auto-centré sur soi, sur le travail de l'équipe, et c'est vrai que ça changeait tout en fait par rapport à l'état d'esprit. Donc c'est quelque chose qui doit se vivre, comme j'aime beaucoup ton expression, c'est pas au cerveau de le rappeler. Le cœur doit battre à son rythme et il doit apprendre à battre à son rythme et il faut lui faire confiance. Et puis néanmoins, eh bien, ça ne se décrète pas, ça se travaille, ça se met en place progressivement, mais c'est un élément crucial effectivement d'une âme d'une entreprise, c'est de voir comment la coopération se met en place véritablement naturellement et non pas en opposition. S'il y avait un combat entre le cœur entre notre cœur et nos poumons, on n'irait pas bien loin, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une coopération suivie entre les deux. Un troisième élément que nous donne Aristote, c'est qu'en fait, l'âme est un alignement entre la tête, le cœur et l'action, c'est-à-dire la compréhension et la connaissance, le mouvement, c'est-à-dire que l'âme est vraiment un principe de vie qui fait en sorte que le corps se déplace par lui-même et se met en action. C'est ce qui fait la différence entre un corps vivant et un corps qui ne l'est plus. C'est qu'il y en a un qui peut se mouvoir et l'autre qui ne le peut plus et puis d'amour et de cœur, c'est-à-dire de relation avec l'autre, d'avoir une volonté, une intelligence et une action qui soient parfaitement alignées. Et ces trois dimensions se nourrissent mutuellement. Aucune ne va sans les autres. Désolé pour la faute d'orthographe. C'est-à-dire que la compréhension vient de donner au mouvement une finalité.
Et l'amour et les relations permettent de grandir dans la compréhension. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il y a vraiment un entrelac des trois ensemble. Il n'y a pas dans une entreprise un moment donné où on comprend, un moment donné où on agit et un moment donné où on s'aime et on est dans des relations ajustées. Alors peut-être que le mot amour va, dans le cadre d'une entreprise, va vous étonner un petit peu. Aristote donne une définition de l'amour d'amitié qui est absolument magnifique, qui dit que c'est un regard bienveillant, réciproque, fondé sur une réalité commune. L'amitié, pour lui, c'est cela. Et donc, il dit qu'il peut exister une amitié vraie dans le monde du travail. C'est pas simplement sur le monde, dans l'associatif ou dans l'amour ou dans des passions autres, mais dans un travail, dans le cadre d'un travail, on peut mettre en place des relations d'amitié parce que nous avons une réalité commune qui est de vivre l'unité de l'entreprise et la coopération. C'est ça ce que nous avons en commun. Et le fait d'avoir un regard bienveillant et réciproque permet de vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'amical dans l'entreprise. Pas pour partir en vacances ensemble, mais un respect bienveillant, réciproque, fondé sur quelque chose en commun. Et en fait, donner une âme à son entreprise, c'est permettre qu'il y ait une culture qui favorise la qualité des relations humaines. Saint-Exupéry disait dans Terre des Hommes, la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes. Il n'est de luxe véritable que la qualité des relations humaines. Et ça, c'est le luxe majeur dans une entreprise, c'est la qualité des relations humaines qui favorise ensuite l'unité, la coopération, puis nous verrons la finalité de l'entreprise. Et c'est vrai que nous constatons chez Vivendo qu'une entreprise sans âme déshumanisée, elle a tendance à écraser la dignité des personnes sous le couvert de pseudo-bonnes raisons, c'est-à-dire le business, la performance, le management, et on oublie cette prise en compte de la dignité des personnes avec des injonctions d'une dureté, d'une violence parfois qui est profondément déshumanisée. Et c'est là où véritablement la ligne managériale doit être très attentive à ça, c'est que dès qu'il y a des signes de relations déshumanisées, de violence sous couvert de business, performance et management, là, l'entreprise, elle perd son âme. Et d'où l'importance pour le dirigeant, le manager, d'être exemplaire dans la qualité de ses relations. Eric, à toi. Ah, suis-je exemplaire dans la qualité de mes relations? C'est horrible comme question. Alors, alors bon, tout modestement, et ceux qui me connaissent connaissent aussi tous mes défauts, n'est-ce pas Laurent et Pascal, là, que j'ai vu qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps? Bonjour à chacun. Ce que je dis souvent aux équipes, c'est soyons doux avec les hommes, durs avec les intérêts. C'est-à-dire, l'entreprise est organisée en services successifs pour que chacun soit très bon dans son métier et que chacun coopère avec les autres services. Et souvent, dans une équipe, quand on dit on veut être bienveillant avec les autres, eh ben, ça veut dire que on met sous le tapis les problèmes et on fait pas trop de bruit et pas trop de vagues parce on veut pas heurter, euh, violenter, blesser les collègues. Et moi, je dis souvent, mais non, c'est l'inverse. C'est l'entreprise fonctionnera d'autant mieux que chaque personne jouera à fond son rôle de défenseur de son service et défendra avec rigueur ses intérêts à lui de son service. Pour que la coopération se fasse bien, il faut que chacun soit costaud dans son domaine. Mais on ne peut être costaud dans son domaine sans blesser l'autre que si on dissocie les deux plans, le plan de la discussion, négociation, défendre les intérêts, et le plan de la relation. Et souvent, quand on dit, quand on traite de dysfonctionnement, chacun le prend comme des reproches et comme des agressions. Et donc, on confond, les équipes souvent confondent les dysfonctionnements avec je me sens agressé. Hmm. Et donc, voilà, dans ma conception, c'est soyons doux avec les hommes, et plus on est respectueux et doux avec la personne, plus on peut traiter des vrais sujets de l'entreprise qui ont besoin d'être traités. Hmm. Donc, par rapport à ce que tu disais en disant sous couvert de business, de performance et de management, donc de traitement des dysfonctionnements, ça peut écraser les gens. Moi, je dis l'inverse. Cultivons la qualité des relations pour que les vrais Hmm. problèmes de l'entreprise soient traités. Ouais. Voilà.
Et ça suppose un courage managérial, parce que faut être courageux pour aller dire à quelqu'un ça ne va pas sans qu'il se sente agressé. Il faut Mhm. du courage parce que c'est difficile. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que c'est facile à dire comme ça. Et je renvoie un peu à euh, les cultures d'entreprise comme les cultures familiales. Si une entreprise est une personne morale, un organisme vivant, c'est la même chose de nos familles. Ma famille restreinte, femme, enfant, et puis mes frères et sœurs, leurs enfants, le patriarche, la tribu de la famille. On a tous dans nos familles des choses qui se passent très bien, les relations qui se passent très bien, et puis on a tous des tensions, des histoires de famille, des traumatismes, enfin bref, chaque famille a sa couleur, ses traumas, ses choses positives, ses couleurs, son dynamisme. Voilà. Et donc dans une entreprise, c'est pareil. Et voilà. Et je me dis, par contre, comme dans une famille, s'il n'y a pas quelqu'un, le patriarche ou le couple patriarche, qui veille pas à cette culture, cette ambiance, à entretenir les rituels, à veiller à ceci et cela, eh ben, la culture familiale, elle se dissout. Mhm. Donc moi, je me donne comme rôle d'entretenir mon intention, de faire ce que je peux là où je suis pour, avec ma femme et auprès de mes enfants, créer les conditions pour que ça se passe bien. Dans la tribu plus élargie, contribuer à faire que les choses se passent bien. Et dans l'entreprise, j'essaie d'avoir cette même intention de qu'est-ce qu'on peut faire pour que, voilà, entretenir la couche de doux avec les hommes pour être dur avec les intérêts. Ouais. Voilà, donc c'est en toute humilité que je parle de Mhm. ça parce que dans l'entreprise que je dirige, comme dans nos familles, tout, tout est pas idéal, quoi, voilà. Et avec comme enjeu que ces valeurs profondes, hein, très puissantes, soient partagées par la plus grande partie des collaborateurs et principalement par la ligne managériale. C'est ça. Parce que là, s'il y a une rupture de valeurs dans la ligne managériale, ça ne pourra pas passer. Et ce qui est très compliqué, c'est que quand sur un même site, il y a dans les managers quelqu'un qui pratique à rebours ces valeurs fondamentales, alors là, ça met un désordre considérable dans l'entreprise. C'est ça. Et c'est tellement difficile de repérer les managers toxiques en Ouais, vrai qu'il faut être bien humble dans ce sujet-là. Mais le ouais, gros avantage de l'entreprise par rapport à une tribu familiale, c'est qu'on ne choisit pas sa famille, alors qu'un dirigeant peut choisir dans une certaine mesure les ouais, membres de l'entreprise. d'accord. Et ça, c'est quand même un levier important pour développer petit à petit une culture d'entreprise qui va dans la direction qu'on souhaite, en tout cas. Alors, nous étions un peu gourmands, Eric, dans ce que nous avions dit. Nous avons un peu de retard. On va passer au quatrième point. Je vais essayer d'être plus rapide dans mes commentaires. C'est coopérer à plus grand que soi, contribuer à plus grand que soi. C'est un élément important de l'âme humaine pour Aristote. En fait, selon Aristote, ce qui définit une âme élevée, c'est la qualité de la finalité qu'elle se donne. Ce à quoi elle veut contribuer durablement au-delà d'elle-même, dans la vie de la cité, dans la vie de son environnement et de son écosystème. Et donner une âme à son entreprise, ou en tout cas une entreprise qui a une âme, c'est permettre à l'ensemble des collaborateurs de se rendre compte qu'ils contribuent dans la durée à quelque chose de beaucoup plus grand, au-delà de la productivité, du dynamisme commercial, de la survie économique de leur propre famille. C'est à quoi nous contribuons, quelle pierre nous ajoutons en fait à la qualité de la société. Vous voyez? Et c'est vrai que souvent les personnes humaines, elles ont besoin d'un but élevé qui donne sens à une contribution. C'est ce que nous appelons chez Vivendo, et vous connaissez, enfin il n'y a pas que nous, la stratégie à impact positif. Quel impact positif durable nous souhaitons donner à notre activité pour faire en sorte que la société soit meilleure et qu'elle puisse contribuer à quelque chose d'un peu mieux. Nous croyons profondément à l'importance des entreprises dans la transformation du monde dans lequel nous sommes. Et chaque entreprise est appelée à partir d'elle-même, et c'est ça ce qui lui donne une âme, eh bien, à choisir cet impact positif. Alors, quel est l'impact de l'activité? Cette question, elle n'est pas que pour toi, Eric.
c'est à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux nous parler de cet impact positif que tu estimes que Orvia a et construit pour développer son âme? Hmm. Alors, j'ai envie de réagir avec deux choses. La première, c'est que oui, Orvia a une place dans la filière qui vend des protéines de très bonne qualité nutritionnelle aux hommes qui en ont besoin, la filière canard. Orvia est le service R&D de la filière, chargé d'introduire chaque année une valeur ajoutée sous forme de gain de compétitivité. Concrètement, les cantons, d'une année sur l'autre, concrètement, consomment moins d'aliments, produiront plus de muscles, et donc pour produire un magret plus gros, moins cher, qui fondra moins dans la poêle. Ça, c'est le rôle R&D dans une filière qui est bien au-delà de Orvia. Après, la deuxième chose que je voudrais réagir, c'est que il n'y a pas une finalité, je pense, à chaque entreprise. Parce que chacun trouve du sens là où ça en a pour lui. Je donne un exemple. Dans l'entreprise, enfin, chez Orvia, là, il y en a qui disent, ah, moi, ce qui me parle bien, c'est que euh, il y a 10 ans, il fallait en gros 3 kilos de céréales pour faire 1 kilo de muscle. Donc 3 kilos d'aliments pour faire 1 kilo de viande. En 10 ans, grâce à Orvia, on est passé de 3 kilos à 2 kilos. J'arrondis un peu les chiffres, hein, mais on est passé à 2 kilos seulement de céréales pour 1 kilo de viande. Évidemment, ça fait des surfaces cultivées en moins, enfin un besoin de cultiver de moins que cultiver, moins d'intrants, moins de pesticides, moins de, pour plus de viande. Et ça parle énormément à certaines personnes. D'autres, au contraire, ce qui leur parle dans l'entreprise, c'est de dire euh, les hommes ont besoin de protéines pour être en bonne santé. Certes, en France, on mange sans doute trop de protéines par rapport aux besoins physiologiques, ok. Par contre, d'un point de vue climat, si on substituait 1 kilo de viande par 1 kilo, enfin un repas de bœuf par un repas de canard, on diviserait déjà par 10 l'émission de gaz à effet de serre. Euh, voilà, et le bilan carbone, etc. Et ça, il y a tout un tas de gens en interne, ça leur parle, plus que l'histoire de consommer moins de... Voilà. De la même manière, d'autres gens en interne, d'autres personnes, sont plus attentifs par exemple, à la biodiversité. Sans nous, 20 espèces de canards auraient disparu. Nous avons 20 lignées pures que nous gardons dans un conservatoire que nous reproduisons sur eux-mêmes. Si on les laisse dans la nature, ils disparaissent. Donc nous avons un rôle de conservatoire d'un certain nombre d'espèces qui est absolument fondamental pour la biodiversité des espèces canards dans le monde. Voilà. On en conserve une vingtaine, un peu plus, en prenant toutes les précautions qu'il faut pour les conserver d'une année sur l'autre, les améliorer voilà. Et ça parle à d'autres personnes. Voilà, donc c'est Hmm. juste pour dire, je pense qu'il n'y a pas une finalité. En tout cas, chez Orvia, il n'y a pas une finalité. C'est chaque salarié qui trouve du sens dans l'un ou l'autre des aspects des contributions, des différentes contributions positives. Hmm. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Eric. Nous arrivons au bout de ce que nous voulions vous présenter. Je vais vous inviter, eh bien, nous allons rester quelques minutes avec vous. Si vous avez des questions, des remarques, des réactions que vous voulez nous partager, des questions à poser soit à Eric, soit à moi, soit à nous deux, un échange. Alors, qui a envie de commencer? Alors, juste pour intervenir, il y avait deux remarques très intéressantes de Angélique Anne Arendt. Je ne sais pas si Angélique est encore là, mais si elle souhaite évoquer ces remarques qui sont très intéressantes. Alors, Eric, le micro fonctionne pas, donc il va falloir. Oui, je suis Peut-être là. Angélique veut. Oui, voilà. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Merci d'abord pour le webinaire. C'était très intéressant d'avoir cet angle que je connaissais pas.
sur l'âme de l'entreprise. Je trouve que c'est intéressant, bah, pas seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi de mise en œuvre finalement, puisqu'on a un dirigeant qui l'incarne. Donc c'est ça qui était intéressant. Oui, moi je suis plutôt RH, donc expert RH. Donc pour moi, c'est être attentif au climat social, pour moi dans une entreprise et le surveiller comme le lait sur le feu. Et j'insiste Mhm. vraiment comme le lait sur le feu. Et pour moi, très important parce que c'est le bien-être des salariés, c'est comme les gens se sentent au quotidien et enfin, c'est signe d'alerte quand on voit qu'il y a quelqu'un Mhm. qui. Il n'y a pas que les indicateurs des arrêts maladie en fait, hein. Ouais, Il y a aussi tout un discours et c'est vrai que ce que j'ai entendu, être en phase avec la direction, être en phase dans les équipes j'allais dire opérationnel est très important pour entretenir cette âme et mhm. incarner les valeurs d'une entreprise. Effectivement, la différence entre une famille et ce que j'ai entendu et une entreprise, c'est qu'on peut choisir ses salariés, et ça c'est vrai. Mais des fois, le recrutement n'est pas, n'est pas, j'allais dire, et on recrute de l'humain, donc c'est pas une science exacte. Et des fois, on peut avoir des surprises. Donc le tout, c'est de les identifier. Et c'est vrai que le climat social est important pour ça, parce que Ouais. c'est souvent un bon indicateur. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Angélique. Vraiment, je plus sois et je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Ça, c'est évident. Moi, ça m'inspire deux images enfin, ça me rappelle deux images que nous aimons beaucoup nous aimons beaucoup utiliser chez Vivendo. La première, vous la connaissez certainement. Vous savez, un escalier se balaye par la marche du haut. Voilà. Et puis un jour où je présentais ça à un groupe de salariés, ils m'ont dit, ouais, mais n'empêche que c'est la dernière marche qui se ramasse toutes les cochonneries de toutes les marches suffisantes, tous les marches du haut. Donc à un moment donné, il faut aussi traiter l'évacuation des déchets qui descendent de Mm. l'escalier. Vous voyez, voilà, c'est pas si Oui. simple que ça. Voilà. Mm. Les Chinois disent aussi que le poisson pourrit par la tête, hein. C'est une autre manière de voir un peu les choses. Bon. Et puis il y a une autre image, alors ça on est très attentif à ça et c'est un des cœurs de métier que nous faisons chez Vivendo. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un type de poisson, on reste dans le vivant, mais pas tout à fait le même, pas celui qui flotte sur l'eau, mais celui qui est en dessous. Il y a un type de poisson qui adore l'eau trouble, boueuse, moche, sombre, etc. Ce sont les piranhas. Et les piranhas, ils adorent se planquer dans l'eau trouble et sale, et dès qu'il y a un mouvement, paf, ils arrivent sur leur proie, vous voyez, et ils dévorent. Eh bien, dans les organisations et dans les entreprises, quand l'eau est trouble, c'est-à-dire les relations, les responsabilités, enfin tout ce qu'on a dit, etc., ça réveille immanquablement le piranha qui sommeille en nous. Vous voyez. Il ne s'agit pas de. L'image, c'est pas fait pour se dire j'ai les noms de tous les piranhas de l'entreprise, hein. C'est pas du tout pour ça. C'est de se dire quand c'est trouble, ça réveille le piranha qui est en nous. Vous voyez. Et y compris chez le dirigeant. Quand c'est trouble, ça peut réveiller chez le dirigeant sa part de piranha. Vous voyez. Et c'est un travail, alors là, d'âme d'entreprise, de culture d'entreprise, de purifier l'eau du bocal pour éviter que la part de piranha puisse perdurer. Et puis, objectivement, il y a aussi des vrais et purs et durs piranhas, ça c'est sûr. Et Eric, un commentaire par rapport à ce qu'a dit Angélique, ou alors nous... Non? Ouais, si, Vas-y. si, j'ai envie de réagir parce que euh, c'est pas parce qu'on affiche des valeurs sur le mur d'une salle de Ouais, réunion que, que ça bouge les. Enfin, voilà. Donc, il faut le faire justement pour mettre des mots et clarifier l'eau du bocal au niveau de, voilà, et verbaliser au niveau des équipes dirigeantes, puis voilà. Mais c'est dans le minute après minute de la qualité de la relation directe que ça se joue et que l'os arrive à s'éclaircir petit à petit ou se noircit petit à petit, y ouais, compris venant de moi. Enfin, ouais, voilà. Mais oui, c'est les relations minute après minute, les remarques, les mimiques, les regards, les sourires, les questions qu'on pose pour s'intéresser aux gens. C'est ça qui fait l'âme de l'entreprise. C'est pas ce qu'on écrit au tableau, quoi. Enfin, ouais. oui, Angélique, enfin, franchement, oui, oui. Et c'est pour ça que j'avais un peu de réticence quand Norbert m'a demandé de témoigner. C'est que c'est facile de dire des choses dans un webinaire et d'afficher des trucs au mur. La réalité de l'entreprise,
Waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, moi, je ne peux que témoigner d'une intention, d'une attention, d'un travail sur moi-même continu. Et je suis bien conscient que si je m'arrête de progresser moi-même, je recule et ma propre eau devient trouble et ça déteint. Mais c'est tout. Je peux pas vous dire plus que ça. À l'exception d'un truc, c'est que oui, c'est très important pour moi d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain et du cri des organes qui ont mal. Et aussi, et on l'a fait remarquer plusieurs fois, de demander à des personnes extérieures quel est leur regard Mm. sur ce qui se passe en vrai. Et souvent, moi, je suis focalisé sur ce qui va pas. C'est mon métier, comme nous tous ici. Et on oublie parfois, et je me suis pris des feedbacks en disant, mais Eric, tu te rends pas compte comment chez Orvia, la parole est libre, comment toi, tu es proche, tu es accessible, on peut discuter sans crainte ou je sais pas quoi. Comment? Et ça, je ne me rends pas compte non plus. Donc c'est aussi important pour moi d'être à une vraie écoute des gens de terrain que des gens de l'extérieur qui relativisent et qui, voilà. Et les deux sont extrêmement difficiles. Donc je le dis en toute humilité. Je sais qu'il y a quelques personnes d'Orvia qui sont là, donc elles savent de quoi je parle. Voilà, humilité est quand même le maître mot dans cette matière. Merci Eric. Il y a une autre question d'un participant qui t'est adressée directement. Avez-vous mis en place un système d'évaluation en 360 qui intègre le retour des collaborateurs les uns sur les autres, sur leur participation à l'aide de l'entreprise et qui est lié à la compensation financière? Pascal, si c'est bien toi qui as dit ça, je te vire du webinaire, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Ok, bon. Merci Pascal. Non, 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 mais c'est top. Euh, ah, ça supposerait un grand développement, donc on déjeunera un jour ensemble avec Pascal et puis je te raconterai. On n'a pas mis en place de 360 nominatifs. Je me sens pas à l'aise avec cette méthode et quand je me sens pas à l'aise avec une méthode, je ne l'applique pas. À tort ou à raison, mais c'est ma manière de garder une certaine cohérence. Voilà. Après, on a mis en place d'autres choses. On a mis en place, par exemple, un questionnaire annuel anonyme avec tout un tas de questions pour évaluer par des questions objectives et des critères objectifs comment les gens se sentent considérés, reconnus, pas reconnus, l'organisation, enfin bref. Qualité de vie au travail. Voilà. Donc c'est un autre outil RH que le 360. On le fait une fois par an. Est-ce qu'il est vraiment représentatif du climat social? J'en sais rien. Mais c'est l'un. Il existe un indicateur qui est significatif dans l'entreprise et qui s'améliore et qui nous laisse penser avec l'équipe, là, RH et encadrant, que ce qu'on fait et l'attention qu'on porte à ça se voit aussi, notamment dans cet indicateur. Mais voilà, à prendre avec des pincettes, quoi. Mais on déjeunera ensemble, Pascal. Ça marche. Alors, peut-être une dernière réaction, parce que là, il est déjà 1h moins 10. Une dernière réaction, une dernière réflexion. Oui, je vais encore intervenir. Sur la QVCT, parce que, si je peux me permettre, Eric Well en a parlé. Il a parlé d'un questionnaire une fois par an. Euh, pour surveiller des indicateurs, en tant qu'RH, sur ces questionnaires-là, je les fais à rythme beaucoup plus rapproché pour surveiller justement l'évolution des indicateurs QVCT en surveillant toujours les mêmes indicateurs, en gardant l'anonymat, bien entendu, parce que si c'est surtout dans des structures qui sont importantes, c'est d'autant plus simple Mm. de conserver l'anonymat. Et je pense que ces indicateurs-là, et la question pas idiote hein, sur l'âme de l'entreprise, à partir du moment où c'est incarné, où c'est dit, où c'est indiqué dans les valeurs, ça peut faire aussi l'objet d'un des indicateurs QVCT, hein. Alors, pardon, je réagis en direct, mais euh, oui, 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 oui. Avec un petit bémol, c'est que pour moi, l'indicateur
n'est pas le premier des retours. Le premier des retours doit être de chaque personne, enfin par chaque encadrant, par chaque responsable managérial de proximité, par chaque chef d'équipe en gros, et par chaque encadrant avec ses chefs d'équipe, et par chaque cadre avec et Oui. l'oral. Et donc, dans la discussion interne qu'on a eue sur à quelle fréquence on fait ces questionnaires, etc., pour moi, ça me paraît plus important de m'assurer que toute la ligne managériale prend un temps de qualité avec chaque membre de son équipe une fois par mois, Mm. Oui. oralement, directement, sans aucun formalisme pour que la parole soit libre. Alors, on essaie de faire un petit formalisme pour être sûr que le point il se tienne, mais vous voyez, plutôt que de tout baser sur les indicateurs. Pour moi, c'est tellement plus important de s'assurer que chaque personne a un temps chaque mois de qualité où son patron, son responsable est dispo, à l'écoute. Ça, c'est plus important. Et nous n'arrivons pas à la mettre en place partout systématiquement. C'est déjà tellement Ouais. difficile de faire Hmm. ça. Je voudrais, Ouais, ouais. Les people review. Mm. ouais, Voilà. je voudrais illustrer ce que tu viens de dire, Eric, par quelque chose d'important. L'année dernière, nous sommes intervenus avec Eva dans une entreprise de plusieurs milliers de personnes et il y avait une direction d'environ 160 personnes qui, depuis déjà un certain temps, enfin au moins 2 ans, il y avait beaucoup de plaintes d'organisations syndicales, mais également des, comment dire, des plaintes de harcèlement, des choses comme ça, etc. Il y avait eu une enquête, une première enquête, une médiation, enfin bref, etc. Et donc, nous, on était intervenus en disant, bah, on va arrêter de faire des enquêtes, parce que ça sert à rien. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous accompagner pour remettre en place la qualité du parler vrai et des relations en équipe. Alors ça a été un bouleversement, parce qu'en disant, mais vous avez, oh là là, est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer devant leur manager et tout ça? Ben, justement, c'est ça l'enjeu, c'est que les gens apprennent à s'exprimer devant leur manager. Et donc, on a animé des ateliers d'équipe, 2 fois une demi-journée pour l'ensemble des équipes de cette direction pour qu'ils se disent les problèmes en mettant des conditions du parler vrai, de la manière de se parler, d'écouter, etc. Alors oui, clairement, ils n'ont pas forcément dit en équipe tous les problèmes, mais ils ont réappris à se dire les problèmes. Vous voyez? Et donc l'objectif n'était pas l'exhaustivité des problèmes, mais de remettre une qualité de relation, d'écoute, en confiance avec le manager, avec ses équipiers, pour parler de ce qui ne va pas et trouver des solutions en commun. Vous voyez? Et ça, évidemment, c'est crucial. C'est crucial parce que s'il n'y a pas cette qualité de parler vrai en équipe, s'il n'y a pas cette qualité de parole et d'écoute, en fait, ça marche pas. Ça marche pas, vous voyez. Et on aura beau faire les questionnaires anonymes, en veux-tu, en voilà. En fait, ça ne fera que renforcer et remettre une pièce dans la machine dans ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez. Et clairement, au début de la mission, il y a la ligne managériale était très, 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 très méfiante, y compris le codir de cette ouh là là, mais c'est quoi ce truc-là? Puis en fait, à la fin, ils se sont dit, ça a changé beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la vie de notre direction. Oui. Alors, il va être temps de conclure. Je vais prendre une minute pour dire quelque chose et Eric, je te donne une minute pour conclure, dire ce que tu veux. Nous sommes nantais et il y a une équipe de foot à Nantes qui s'appelle le FC Nantes qui a des résultats pas très très bons depuis fort longtemps. Mais entre 1999 et 2001, il y a eu une équipe qui a remporté plein de titres avec un entraîneur qui s'appelait Reynald Denouex et qui a passé 3 années de son entraînement à dire à ses joueurs avant de rentrer sur le terrain systématiquement, n'oubliez pas les gars, l'objectif, c'est pas la victoire. Votre objectif n'est pas de gagner sur le terrain. Il disait, la victoire, c'est la conséquence de ce que vous mettrez en œuvre dans la vie en équipe, dans la qualité de vos relations, de vos passes, de votre coopération et de ce qui se passe entre vous. Si ça, c'est ça votre objectif sur le terrain, et la victoire sera la conséquence. Dans une entreprise, c'est exactement pareil. La performance économique d'une entreprise ne peut pas être son objectif, ne peut pas être sa finalité. Par contre, c'est la conséquence de tout ce qu'on met en place en termes d'âme d'entreprise, de culture et de qualité des relations. Ça, c'est l'objectif. Et la conséquence, c'est la performance durable. Voilà, ça, c'est notre conviction de fond et c'est le cœur de métier de Vivendo auprès de ses clients. Eric, qu'est-ce que tu veux donner comme parole de conclusive? C'est toi qui as fait la conclusion. Je suis complètement d'accord avec ça. Je souscris à 10 000%. J'ai cette même conviction profonde. Mais qu'est-ce que c'est dur à mettre en place en Ouais. vrai? Qu'est-ce que c'est difficile de mettre en place en vrai? Voilà, donc oui, et on recommence.
on fera un prochain webinaire là-dessus. N'hésitez pas, si le contenu vous a intéressé, à prendre rendez-vous avec moi via le lien que j'ai mis dans le chat. Vous recevrez un lien vers le replay de ce webinaire par mail voilà, dans les 48 heures à peu près. Il sera disponible sur LinkedIn également. Et n'hésitez pas à le rayonner autour de vous, qu'il y ait un maximum de vues si ça vous a intéressé. Je vous remercie énormément. Merci Eric, beaucoup d'avoir accepté de participer et d'être un acteur majeur de ce webinaire. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite à vous bon vent, belle mer et surtout beaucoup d'âme dans vos activités. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir.